Le débrief éco qui est en partenariat, comme toujours, avec le Cercle des économistes. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Au programme, ce soir, l'avenir de l'enseignement supérieur. Quelle réforme, pour quels objectifs? On verra ça dans la deuxième partie. D'abord, l'Europe. L'Europe qui remontait en selle cette semaine. Oui, alors discours d'Emmanuel Macron à Athènes, c'était le 7 septembre. Discours sur l'état de l'Union du président Jean-Claude Juncker, c'était mercredi dernier à Strasbourg. Et puis, pas plus tard que vendredi, le déplacement du Premier ministre, Édouard Philippe, à Berlin. Alors cette semaine, effectivement, a vécu à l'heure de l'Europe. Chacun a présenté ses ambitions, on va dire, pour l'avenir du vieux continent. Mais quelle idée force retenir? Est-ce que l'Europe peut toujours convaincre une opinion publique pour le moins désintéressée? Et si oui, comment? Donc ça fait beaucoup de questions en débat. On va en débattre justement avec nos deux invités, Agnès Benassi-Kéré du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Face à vous, Marc-Olivier Padis. Bonsoir. Bonsoir. Directeur des études du Cercle de réflexion Terra Nova. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on écoute le chef de l'État dont parlait Emmanuel Cuny. C'était le 7 septembre dernier. À Athènes, Emmanuel Macron a donné sa vision pour refonder l'Europe. Je propose que d'ici la fin de l'année, nous puissions construire les grands principes de la démarche, ce vers où nous voulons emmener notre Europe, nos objectifs, de manière claire, et que nous puissions, à partir du début de l'année prochaine, les soumettre aux peuples européens, que partout où les dirigeants choisiront de suivre cette voie, nous puissions pendant 6 mois organiser des consultations, des conventions démocratiques, partout, dans nos pays. Nos peuples discuteront de l'Europe dont ils veulent. L'Europe dont ils veulent. Agnès Benassi-Kéré, selon vous, un vent nouveau souffle sur l'Europe. Il y a de nouvelles ambitions. Alors, qu'on veuille demander aux Européens ce qu'ils veulent dans l'Europe, ce à quoi ils sont attachés, moi je trouve ça très bien. Maintenant, les idées qui circulent aujourd'hui sur, par exemple, la réforme de la zone euro, laissent un peu sur la faim parce que, prenons le sujet du ministre des Finances. Donc, en surface, tout le monde est d'accord pour un super ministre se doter d'un ministre des Finances pour la zone euro. Mais en fait, quand on creuse un tout petit peu, on a 3 visions, mais complètement différentes. Pour Emmanuel Macron, le ministre des Finances sera chargé de gérer un budget. Pour Angela Merkel, il s'agit d'un ministre des Finances chargé de mieux surveiller les États membres. Et enfin, pour Jean-Claude Juncker, il s'agit bien évidemment que le ministre des Finances soit le commissaire européen chargé des affaires économiques, donc aujourd'hui Pierre Moscovici. Donc on n'est toujours pas d'accord finalement. On voit que on n'avance pas. C'est pas, voilà, on a l'étiquette ministre des Finances, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec? Là, on n'a pas du tout encore la des même, divergences. Voilà. C'est pas comme ça qu'on va faire rêver les Européens avec cette Europe que vous nous décrivez, Agnès Benassi. Il ne s'agit pas vraiment de rêver ici, mais se demander quelle est la priorité. Donc on sait que depuis la crise, les choses ont beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, les déposants, par exemple, les gens qui ont des dépôts dans les banques sont mieux protégés qu'avant. Les contribuables sont mieux protégés, les banques sont mieux surveillées et donc ont moins de chances de faire des bêtises qui vont après retomber sur la population. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est du concret et c'est grâce positif. à l'Europe qu'on a eu ça. Donc ça, c'est vraiment un positif. Mais il faut aller plus loin. Et on voit qu'on peut encore faire beaucoup de choses pour mieux protéger. Marc-Olivier Padis, pourquoi ça bloque? Pourquoi on n'est pas d'accord, comme vient de le rappeler Agnès Benassi? La question, c'est qui est le on de « on n'est pas d'accord ». C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les dirigeants qui ne sont pas d'accord. Si, on va le voir dans les conventions citoyennes que souhaite Emmanuel Macron, les peuples européens non plus ne sont pas d'accord. Je ne parle même pas des Européens de l'Est qui ont refusé, par exemple, complètement les mécanismes de réinstallation des réfugiés qui étaient arrivés par priorité en Italie ou en Grèce. Mais même sur les questions économiques, il n'y a pas un élan des peuples qui iraient tous dans le même sens et les dirigeants qui bloquent parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord au sommet. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des divisions profondes dans les aspirations européennes. Et en particulier, une des divergences très importantes, on se rend peu compte en France à quel point la France est décalée par rapport aux autres pays. C'est nous, en réalité, qui sommes les plus décalés. Parce que c'est nous qui avons le plus de mal. Pourquoi on est les plus décalés Parce et que, en quoi surtout? En quoi surtout? C'est que nous sommes pratiquement les seuls à ne pas être dans les clous des fameux critères budgétaires, respecter le déficit, etc. Et on explique à tout le monde, mais respecter 3%, c'est très compliqué. Et en fait, tous les autres pays l'ont fait. Et donc, quand on arrive à Bruxelles et qu'on dit c'est très très difficile, les autres autour de la table disent mais quoi, c'est difficile, on l'a tous fait, en partant de situations très très difficiles. Donc il y a au moins la voix de la France du coup porte peu, mais il y a d'autres facteurs, par exemple.
L'Allemagne est un pays très âgé et donc dont le vieillissement est inquiétant du point de vue du maintien de leur État-providence. Et donc, ils font énormément d'économies aujourd'hui parce qu'ils se projettent demain dans un déséquilibre démographique qui n'est pas le nôtre. Et ils ne veulent pas partager en plus, les Allemands, non? Alors, il y a un partage européen qui coince à leur niveau. Les Allemands ne veulent pas d'une union de transfert. Ils ne veulent pas de mécanisme qui les engagerait à financer des dépenses dans les autres pays. Alors, Agnès Benassi-Kéré, c'est le moment d'injecter des idées, a dit quelqu'un récemment. Que doit proposer Emmanuel Macron? Ce sera précisément le 26 septembre prochain, 2 jours après les élections législatives en Allemagne, justement. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau? Qu'est-ce qui doit sortir? Là, je pose la question à l'économiste, aux économistes. Effectivement, franco-allemand, on a quand même pas mal de divergences. En France, on pense solidarité. En Allemagne, on pense responsabilité. Donc, sans doute qu'il faut trouver un point médian entre les deux, où la France accepte d'être plus responsable dans la gestion de ses finances publiques, dans ses réformes, et que l'Allemagne accepte de rentrer dans une discussion sur la solidarité. Peut-être un point d'arrivée, c'est la stabilité. Stabilité, ça c'est un mot que les Allemands aiment énormément. Et la stabilité, c'est pas seulement la stabilité monétaire, c'est pas simplement avoir une inflation, des prix qui n'augmentent pas trop au cours du temps, mais c'est aussi la stabilité de l'activité. Protéger les économies de la zone euro contre une croissance qui serait trop erratique avec des crises, ça c'est quelque chose que la zone euro peut faire. Il y a des instruments qu'on pourrait mettre en œuvre pour avoir une croissance qui est plus stable et donc avec moins de périodes de chômage, avec aussi des périodes, par exemple les PME, les protéger contre des marchés qui sont trop fluctuants ou contre... La question du chômage et de l'emploi, c'est très important. Voilà, si et donc et protéger aussi les travailleurs qui, eux, sont les victimes ultimes de cette instabilité. Et puis surtout faire de la pédagogie, expliquer aux Français comment ça marche et à quoi ça sert. Surtout là, ce que vous dites, c'est très concret. Marc-Olivier Padis, est-ce que le scrutin allemand peut changer la donne là, dans quelques jours? En principe, c'est ce qu'on espérait, c'est un changement d'orientation à Berlin qui rapprocherait le point de vue allemand du point de vue français. Si, cela dit, Angela Merkel semble quand même bien placée pour être au moins en position de force pour reconstruire une coalition, probablement non, ça ne changera pas. Donc les élections législatives en Allemagne, c'est le 24 septembre. Le 24 septembre, en même temps que les sénatoriales en France. Et voilà. On marque une pause et on parle de l'enseignement supérieur, de la réforme de l'enseignement supérieur dans un instant. Le débrief éco avec Esker, votre partenaire dématérialisation pour vos commandes et factures en France et dans le monde. Retrouvez-nous sur esker.fr, esker.fr. Plus. Mathilde en veut toujours plus. Surtout depuis qu'elle a ouvert son restaurant. Elle veut faire plus de couverts, recruter plus d'employés et leur proposer plus d'avantages. Chez Malakoff Médéric, complémentaire santé de plus de 180 000 TPE-PME, on vous aime avec 2M Mathilde et on en fait plus pour vous. On vous propose des tarifs privilégiés pour les loisirs et le bien-être de vos salariés. Malakoff Médéric, on vous aime avec 2M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com ou en boutique. France Info. 17h, 20h. Catherine Potier. Avant de reprendre le débat du débrief éco, le rappel de l'info ce soir, Lauriane Delanoë, 19h20. Une réunion de famille. L'avocat de Lou Bureau poste sur Twitter une photo du journaliste français entouré de sa compagne et de ses parents. Martin Pradel remercie le président Emmanuel Macron et les ministres qui ont permis la libération du reporter. Il a passé plus d'1 mois et demi dans une prison turque. Les habitants de Guadeloupe appelés à la vigilance. Vigilance orange au cyclone. La tempête tropicale Maria se renforce et pourrait devenir un ouragan de catégorie 2. Elle doit passer près de la Guadeloupe dans la nuit de demain à après-demain. Alors pas précaution, il n'y aura pas école demain sur cette île. Plus d'1 million de tracts, dépliants et affiches pro-référendum saisis en Catalogne. La garde civile et le gouvernement espagnol tentent d'empêcher le vote du 1er octobre. Vote sur l'indépendance de la région. Dans le reste de l'Espagne, des voix se lèvent pour soutenir les Catalans. Plusieurs centaines de personnes rassemblées à Madrid cet après-midi. Les derniers résultats de la 6e journée de Ligue 1 de football. Nice s'impose à Rennes, 1-0, même score pour Metz à Angers. Et ce soir, Kylian Mbappé fera ses premiers pas au Parc des Princes avec le maillot du PSG. Les Parisiens reçoivent Lyon. Et puis si vous aimez la fête de la musique, vous apprécierez peut-être sa petite sœur, la fête des sports. C'est nouveau, ce sera tous les 13 septembre. Annonce de la ministre Laura Flessel pour marquer l'attribution des JO 2024 à Paris. France Info.
Le débrief éco, deuxième partie avec Emmanuel Cuny, Agnès Benassi-Kéré du Cercle des économistes et Marc-Olivier Padis de Terra Nova. Quelle ambition pour l'enseignement supérieur en France? Les étudiants reprennent progressivement le chemin des amphis et la formation est l'une des pierres angulaires des réformes que le gouvernement veut engager pour lutter contre le chômage de masse. Oui. Emmanuel Macron l'a dit, il y aura une refonte de l'enseignement supérieur au cours du quinquennat. Oui, alors le budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, c'est important. Ce budget sera augmenté de 700 millions d'euros en 2018 par rapport au budget initial de 2017. Ça fait environ 24 milliards d'euros de crédit de paiement. Mais l'avenir de la jeunesse repose-t-il sur une simple équation budgétaire? Alors non, évidemment. Donc à quoi doit ressembler cette réforme tant attendue? Quelle piste pour Emmanuel Macron et son gouvernement? Et puis, considéré comme une des voies d'excellence pour lutter contre le chômage, l'apprentissage doit-il occuper une plus grande place dans l'enseignement supérieur? Voilà pour le décor. Alors une réforme pour quel objectif également? On va écouter la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal. Elle campe le décor, tout simplement. Comment on fait en sorte que l'on puisse accompagner la réussite des étudiants en travaillant sur leur information, sur une meilleure orientation, sur l'affichage très clair des prérequis qui sont nécessaires pour réussir dans une filière et sur la façon dont on accompagne les étudiants pour qu'ils aient ces prérequis et qu'ils aient de réelles chances de réussir. Alors voilà pour les grands axes de cette réforme. Olivier Padis, vous dirigez les études économiques de Terra Nova. Et alors cette semaine, vous avez publié une note justement sur les rythmes étudiants, rythmes subis, rythmes choisis. Quel est le plus gros défi finalement de l'enseignement supérieur aujourd'hui en France ? La difficulté principale, c'est que les étudiants sont mal orientés. Ils arrivent à l'université en étant mal préparés. Les étudiants des filières généralistes vont dans les filières courtes, les BTS, les IUT, qui étaient faites normalement pour les étudiants des filières techno. Et donc, ceux des filières techno se retrouvent à l'université où ils sont mal préparés. Donc, il y a tout un travail, ce que dit la ministre, d'orientation qu'il faut faire beaucoup mieux dès le début du lycée, dès la seconde, et que les étudiants réfléchissent bien en amont d'APB, enfin du moment de l'inscription pour leur année après-bac. Et il faut les accompagner dans une orientation beaucoup plus dynamique. Donc après, APB, ça marche pas Si, APB, ça marche bien. Ce qui s'est passé, ça a marché. Ce qui se passe, la difficulté, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé en 2000 d'un mini baby-boom. Eh bien, 17 ans plus tard, nous y sommes. Les enfants du baby-boom arrivent. Et donc, il y a une petite vague démographique qui arrive, qui fait qu'il y a plus de lycéens qui ont le bac, qui arrivent à l'université, plus 40 000 cette année. Il va y en avoir plus l'année prochaine. Il faudrait pousser les murs. Il faudrait pousser les murs. On le voit, c'est plein. C'est plein, ils sont dans les escaliers. C'est plein partout. Les universités qui ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années n'ont pas toujours les moyens pour accompagner les étudiants. Et puis, il y a une autre perspective qui est importante, ce qu'on nous on soulignait dans cette note en particulier, c'est qu'en France, les études sont très concentrées entre 18 et 23 ans. Les jeunes jouent leur avenir, tout entre 18 et 23 ans. C'est un peu une exception, une Europe. Il faudrait détendre tout ça et ouvrir les cursus de façon plus large. Alors, je vais utiliser une expression qui va choquer. On va avoir du courrier. Agnès Benassi, on a un peu l'impression d'une université low cost aujourd'hui en France. Oui, alors donc je précise à bas coût, comme on dit. Je précise que je suis universitaire, donc voilà. C'est un peu le cas au sens où on a trouvé ce dispositif pas cher en apparence, pour caser les bacheliers qui ne trouvent pas une place ailleurs. Donc en fait, c'est un mauvais calcul, parce que l'université, c'est des études longues. Donc on va à l'université, on a beaucoup d'échecs. Et donc finalement, avec des étudiants qui redoublent, qui triplent, qui changent de voie. Et donc ces coûts s'accumulent. Quand même, les taux de réussite en licence sont quand même assez alarmants. Et donc, ce système n'est pas satisfaisant. D'une certaine manière, la crise de cet été, c'est dramatique pour les personnes qui l'ont subi. Avec les APL, donc la baisse de 5 €, le débat. Mais ça nous met face au véritable problème. Ça l'a fait surgir aux yeux de tout le monde qu'on est dans une impasse à vouloir à tout prix faire rentrer au forceps tous ces étudiants à l'université. Et pourquoi? Et c'est un mauvais calcul. Il faut renverser en fait le raisonnement. Alors comment inciter justement les jeunes à aller vers des filières qu'ils n'ont pas forcément choisies ou qui ne les convainquent pas réellement?
Alors déjà, une meilleure information sur les En perspectives d'emploi. Mmh. Si on disait la vérité sur les perspectives d'emploi, que c'était bien affiché, ça changerait un peu. On pourrait imaginer aussi des incitations financières. Aujourd'hui, les bourses sont les mêmes, quelle que soit la filière choisie. Or, on sait qu'il y a des filières en tension, mais il y a aussi des filières où on aimerait bien avoir plus d'élèves, d'étudiants, dans des filières notamment, par exemple, l'informatique ou des... Il faut refonder en fait l'ensemble du système. Voilà, mais ça, c'est pas nouveau finalement. Voilà, et considérer cet enseignement supérieur comme ce qui est un investissement. C'est un investissement pour la nation, c'est un investissement aussi pour l'individu, ce qui pose la question de la gratuité. Marc-Olivier Padis. Oui, on a parlé de l'apprentissage. C'est aussi une bonne chose de développer l'apprentissage. Aujourd'hui, il se développe justement dans le supérieur, après le baccalauréat. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'en France, on a longtemps associé l'apprentissage à l'échec scolaire, c'est-à-dire à l'orientation précoce. Ça baisse en CAP. On est à moins 1% d'apprentissage en CAP. Baccalauréat, brevet professionnel, moins 1,3%. Par contre, effectivement, ça augmente dans le supérieur. Parce que en CAP, dans les classes trop jeunes, ça ne convient pas, parce que les employeurs veulent aussi des jeunes apprentis qui maîtrisent les fondamentaux des savoirs. Et donc, par exemple, en Allemagne, on sait qu'il y a beaucoup plus d'apprentis qu'en France, mais on ne sait pas, c'est qu'ils sont plus âgés en moyenne que les apprentis français. Donc nous, on met trop tôt en apprentissage des jeunes qui ne maîtrisent pas bien les fondamentaux, et ça va les handicaper par la suite de leur parcours. Et donc, il faut faire un apprentissage plus tardif dans les niveaux supérieurs. Agnès Benassi-Kéré. Alors, je ne suis qu'à moitié d'accord. Dites-nous tout. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème avec les apprentis dont le coût pour l'entreprise augmente avec l'âge et non pas avec le diplôme. Et donc, du coup, les entreprises n'ont aucun intérêt à recruter des apprentis relativement âgés mais pas diplômés. Maintenant, que l'apprentissage se développe dans le supérieur, très bien. Mais 1 euro dépensé dans l'apprentissage du supérieur ne va pas changer fondamentalement. Vous faites un master de finance en apprentissage dans une banque, c'est très bien, mais dépenser de l'argent public pour ça est beaucoup moins efficace pour l'élève que dans les niveaux plus bas, où là, c'est vraiment décisif. Voilà, donc plein d'idées. En tout cas, j'espère qu'Emmanuel Macron était à l'écoute parce qu'il est en train de préparer sa réforme avec la ministre Madame Vidal. Voilà, on lui fournira le script de l'émission s'il le souhaite. Merci beaucoup Emmanuel Cuny, Agnès Benassi-Kéré du Cercle des économistes, Marc-Olivier Padis de Terra Nova. Bonne semaine Emmanuel, on se retrouve dimanche bien sûr. À dimanche, avec plaisir.